Oui, alors Monsieur Lévesque, vous avez tenu en effet à ce que la littérature apporte un regard éclairant sur la guerre. Sachez que souvent, la littérature apporte un regard impertinent, surtout pour la guerre moderne, où par exemple, si l'on convoque un romancier comme Henri Barbusse, pour peu qu'on puisse dire, ce regard qu'il apporte sur la guerre est assez impertinent. Je poserai moi-même une question impertinente s'agissant de la guerre moderne. Est-ce qu'il faut, pour penser la guerre, ne se référer qu'à la sphère militaire? C'est une question impertinente pour les spécialistes de la chose militaire. Des gens comme Raymond Aron, qui sont philosophes, Raymond Aron fut condisciple de Sartre à Normal Sup, considèrent qu'incontestablement, si on porte un regard extérieur à la sphère militaire s'agissant de la guerre, eh bien, on est véritablement dans une littérature mauvaise. Raymond Aron dit, en écrivant sur Clausewitz, qui est d'ailleurs au regard de René Girard, qui est un spécialiste de Clausewitz également aussi, on le sait moins, il a écrit sur Clausewitz, il a écrit de manière plus générale sur la paix et la guerre entre les nations, considère que, par exemple, s'agissant de 1871, l'infériorité de la France par rapport à l'Allemagne, puisque nous avons été défaits en 15 jours, ne trouve pas d'autre cause, cette infériorité, qu'à l'infériorité militaire par rapport à l'Allemagne de l'époque. Et Aron d'évoquer toutes les multiples causes qui peuvent expliquer cette défaite, elles se ramènent toutes à la dégradation de l'instrument militaire français. Clausewitz, qui est le génial théoricien de la guerre au XIXe siècle, un admirateur de Napoléon, que mon collègue tout à l'heure évoquait, ne dit pas autre chose. Clausewitz se situe dans la même perspective. Dans son traité sur la guerre, Clausewitz définit par exemple une chose très importante. Que faut-il pour constituer un génie guerrier? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour qu'un officier supérieur devienne un véritable chef de guerre? Eh bien, Clausewitz, on le voit, pour tous ceux qui s'occupent de la chose militaire, va se concentrer uniquement sur la sphère militaire. Par exemple, quand il définit le génie guerrier, il affirme d'entrée de jeu, se référant à un principe fondamental en philosophie, que quand en fait, on veut le définir, on doit considérer que chaque activité spéciale a besoin de dispositions particulières de l'entendement et de l'âme, et pour constituer un chef de guerre authentique, on ne va pas échapper à cette analyse-là. La guerre étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un espace où règne le plus souvent l'imprévu et le hasard, il va falloir développer chez le génie guerrier des qualités proportionnées, précisément lui permettant en effet de s'acquitter de sa tâche sur le champ de bataille. Parmi ces qualités, Clausewitz citera par exemple le coup d'œil, la capacité à prendre une résolution rapide, une puissance de conviction. Et Clausewitz définira ainsi les forces de l'âme qui se concentrent sur la guerre. Le mot « se concentrer » est important. L'ensemble de ces forces d'âme vont constituer le génie guerrier. Alors d'autres, et là on verse dans la mauvaise littérature si on suit Raymond Aron, sont tentés d'aller chercher plus loin les causes de la défaite ou les raisons d'une victoire. Mais est-ce qu'ils sont totalement impertinents quand ils mènent ce genre de questionnement? En effet, pour avoir le coup d'œil, pour maîtriser la maîtrise de soi dans les situations les plus diverses à la guerre, pour s'arrêter, et Clausewitz prononce le mot qui m'intéresse, pour s'arrêter à une conviction, à s'y tenir et à ne pas en changer tant qu'on n'a pas un argumentaire contraire, eh bien, est-ce qu'il ne faut pas supposer chez le grand chef militaire une culture intellectuelle et morale préalable à la formation militaire qui explique en profondeur le comportement de l'homme dans l'univers de la guerre? Alors, je ne vais pas philosopher plus longtemps, je vais en fait m'orienter sur un homme de lettres qui va nous rassurer puisqu'il est catholique. C'est certainement à mes yeux l'un des plus grands romanciers catholiques qui existent au XXe siècle, Paul Bourget, et je vais entrer avec lui dans un ordre de considération auquel nous ne sommes pas habitués. D'ailleurs, en entrant en littérature, au fond, on va percevoir des choses, si vous voulez, dans le vif du sujet, mieux peut-être que l'abstraction philosophique ne pourrait nous laisser deviner. Avec Bourget, nous cernerons d'abord les causes de ce que nous appellerons la démobilisation intellectuelle. J'ai choisi ce mot, vous allez voir qu'il est assez éclairant. La démobilisation intellectuelle, c'est la grande responsable de la défaite de 70. Quelle forme prend cette démobilisation? C'est ce que nous verrons en examinant la préface du disciple.
Face à ce spectacle lamentable, nous verrons quelle représentation Bourget donne du militaire. Il me semble qu'il est assez intéressant de faire un détour par l'œuvre de Bourget, parce que traditionnellement, la figure du militaire souffre d'un grand discrédit dans les autres œuvres littéraires du XXe siècle. Je ne citerai que comme référence Henri Barbusse, par exemple, dans Le Feu. Le soldat n'est pas, pour Bourget, seulement l'homme militairement mobilisable, il est surtout intellectuellement mobilisé. Retenez cette formule, elle enferme un petit peu le sens de mon propos sur la figure du militaire dans l'œuvre de Bourget. Enfin, nous verrons dans notre dernière partie, et c'était la raison du titre de ma conférence, à travers l'étude d'une nouvelle de Bourget qui s'appelle Le Déserteur, qui est parue en 1911, soit 3 ans au fond avant la guerre 14, comment un homme est amené à passer de la démobilisation intellectuelle à la mobilisation de tout son être. Et nous parlerons d'une chose qui déplaît fortement à nos contemporains, puisqu'elle rime avec radicalisation. Nous parlerons du rôle que joue la conviction dans ce parcours. Alors, entrons d'abord dans la lecture de la préface du disciple pour évoquer les causes de la défaite de 1870, qui, M. l'abbé l'a rappelé tout à l'heure, la guerre moderne commence à partir de la Révolution française, donc 1870. Je suis bien dans un territoire qui relève du thème des conférences de cet après-midi, et Clausewitz, justement, dit la même chose. Pour Paul Bourget, cela ne fait aucun doute. Je cite Bourget, « Les triomphes et les défaites du dehors traduisent les qualités et les insuffisances du dedans. Nous savions, ajoute-t-il, que la résurrection de l'Allemagne, au début du siècle, a été avant tout une œuvre d'âme. Donc si l'Allemagne a vaincu, c'est parce qu'au fond, elle a une âme fortifiée. Et l'âme française, au contraire, était la grande blessée de 1870, celle qu'il fallait aider, penser et guérir. Et sans doute est-ce là la raison profonde de l'œuvre de Bourget. Il faut penser l'âme, penser, écrit P-A-N-S-E-R, et non pas penser, P-E-N-S-E-R, penser l'âme française de manière à assurer le redressement de la civilisation française. Qu'est-ce qui a expliqué cette démobilisation intellectuelle pour Bourget en 1870, et c'est toujours valable en 1889, au moment où il écrit Le Disciple. La première cause de cette démobilisation intellectuelle, c'est ce type d'esprit qu'il appelle le jouisseur. Je cite Bourget, qu'il fasse de la politique ou des affaires, de la littérature ou de l'art, du sport ou de l'industrie, qu'il soit officier, et même l'officier, voyez-vous, n'échappe pas précisément à cet esprit de jouissance, il n'a que lui-même pour Dieu, pour principe et pour fin. Il n'estime que le succès, et dans le succès, l'argent. Et Bourget a une formule lapidaire d'ailleurs pour caractériser ce type d'esprit dévoyé. C'est une machine à calcul au service d'une machine à plaisir. C'est un épicurien brutal et scientifique. Mais il y a un deuxième type d'esprit qui explique cette démobilisation intellectuelle dans laquelle Bourget voit enfermer l'esprit préalable à 1870, au moment où il est encore collégien lui-même. Eh bien, on a affaire avec le deuxième type à un intellectuel raffiné. C'est le dilettante, si vous voulez. Et qu'est-ce que c'est que, pour Bourget, ce dilettante ? C'est un homme qui a fait le tour de toutes les idées. Vous voyez, nous ne sommes plus dans la configuration de l'intellectuel brutal qui nous songe à son plaisir et qui calcule comment le plaisir peut être le plus grand et le plus rentable. C'est quelqu'un qui est un homme qui a fait le tour intellectuel de toutes les idées. Je cite Bourget, ne lui parle pas d'impiété, de matérialisme. Il sait que le mot matière n'a pas de sens précis. Et il est d'autre part trop intelligent pour ne pas admettre que toutes les religions ont pu être légitimes à l'horreur. Seulement, il n'a jamais cru. Il ne croira jamais à aucune, pas plus qu'il ne croira jamais à quoi que ce soit, sinon, ajoute Bourget, et c'est éclairant, au jeu amusé de son esprit, qu'il a transformé en un outil de perversité élégante. Ce type d'esprit, si vous voulez, ne cherche qu'une chose, adorer son moi, se parer de sensations nouvelles. La vie religieuse de l'humanité, la vie intellectuelle comme la vie sentimentale ne sont pour lui que des prétextes, si vous voulez, à un grand narcissisme, à parer son moi, comme il le dit, de sensations nouvelles. Alors on comprend très bien, aussi bien dans le cas de l'épicurien brutal que de l'épicurien raffiné, eh bien, on comprend très bien qu'ils ne se dévoueront bien évidemment, M. l'abbé l'évoquait tout à l'heure, il faut pour faire la guerre avoir un esprit de sacrifice. Il faut que la nation représente quelque chose. Eh bien, pour ces gens-là, pour ces deux types d'esprit, bien évidemment, elles ne représentent rien et ils ne se mobiliseront jamais pour leur patrie. J'ajouterais, et ça c'est intéressant, et toute l'œuvre de Bourget est là,
ils font surtout un usage dévoyé de leur intelligence. Leur esprit est incapable de s'emparer des réalités. Et c'est justement contradictoirement par rapport à ces deux figures dévoyées que se présente dans Bourget la figure du militaire. Je vais insister un petit peu dans ma deuxième partie sur la figure du militaire selon Bourget. Alors, il y en a quelques-uns, je ne vais pas évidemment citer toutes les œuvres où le militaire apparaît. Alors, nous sommes très loin avec Bourget, en tout cas, de la présentation qu'un Sartre dans L'être et le néant. Et bien évidemment, on peut imaginer que c'est très différent. Bourget étant catholique et Sartre, le dernier des socialistes bontins voyageant à Cuba, nous sommes assez loin précisément d'une apologie du militaire à la manière catholique. Sartre n'envisage le militaire que comme au garde-à-vous, ce qui d'ailleurs nous propulse assez loin de ce que dit le général Pierre de Villiers dans son dernier ouvrage. Il ne s'agit pas de mettre au garde-à-vous les militaires, il s'agit de les mettre en mouvement. Bon, mais pour Sartre, ils sont restés au garde-à-vous. Pourquoi le militaire est-il un homme qui n'a pas pris la bonne voie pour Sartre? Parce qu'il est enfermé dans les rites de son institution. Le soldat, pour Sartre, en vertu de sa philosophie, s'adonne avec beaucoup de mauvaise foi à sa vie de militaire. Il joue la comédie. Et pourquoi joue-t-il la comédie quand il est au garde-à-vous et qu'il regarde la ligne bleue de l'horizon des Vosges? Eh bien, parce qu'il pallie par là le vide de son existence. Sartre a toujours tendance à penser que les gens, aussi bien le garçon de café dans L'être le néant et le néant que les militaires, sont des gens dont l'existence est vide. Alors pour pallier ce vide, eh bien, pour se masquer à eux-mêmes, si vous voulez, que normalement ils devraient épouser la vie de la conscience, eh bien pour pallier ce vide, ils s'adonnent à la comédie. Évidemment, en s'adonnant à la comédie, ils sont pleins de mauvaise foi. Si le soldat était sincère, pour Sartre, bien sûr, il déserterait. Parce qu'il devrait prendre conscience qu'en étant militaire, il délimite faussement son être. En effet, le militaire, pour Sartre, je le répète, est quelqu'un qui renonce à être une conscience, c'est-à-dire cette conscience que Sartre décrit dans Situation comme étant jetée sur la poussière de la grande route et étant condamné d'une certaine manière, mais c'est une heureuse condamnation pour Sartre, étant condamné à se faire. Alors, le militaire chez Bourget, disons tout de suite qu'il est à l'opposé exact du soldat d'opérette sartrien. Il n'est pas une conscience vide occupée à jouer au militaire. Les valeurs auxquelles il tient, chez Bourget, les idéaux qu'il défend, ne procèdent pas, comme chez Sartre, de la comédie, tout au contraire. Le soldat tient fermement à eux, son être s'en nourrit, sa vie en est illuminée. À l'inverse d'ailleurs de tout ce qu'on pourrait trouver dans le roman moderne, j'ai cité Barbus tout à l'heure, j'aurais pu citer aussi Céline, qui, ma foi, n'a pas toujours des mots tendres pour son colonel, aux côtés duquel il a fait la guerre. Le soldat pour Bourget, et j'y insistais déjà dans mon introduction, le soldat pour Bourget, et c'est assez rare, si vous voulez, pour être noté, c'est un modèle d'intelligence de la réalité. Ce n'est pas sur le champ de bataille que nous le voyons d'ailleurs le plus souvent, le soldat de Bourget, c'est dans les situations les plus diverses de l'existence. Par exemple, dans le roman Le Disciple, qui est une condamnation du scientisme, une histoire absolument échevelée, le soldat dont je vais vous parler n'intervient qu'à la fin du roman pour juger ce qui s'est passé. En fait, dans les situations les plus diverses de la vie, il prend la mesure de ce qu'il faut penser et il ne met pas longtemps à juger ceux qu'il rencontre. Il est, pourrait-on dire, une figure de la pensée avant d'être une figure de l'action, ou plutôt, c'est parce qu'il sait à quoi s'en tenir qu'il a le comportement adéquat. Voilà comment le romancier du Disciple décrit le capitaine André de Jussat, qui est le frère de la personne qui aura été menée au suicide à cause d'un scientiste. Ses yeux bruns, rapprochés du nez, que le romancier compare d'ailleurs à ceux d'un oiseau de proie, lançaient ce regard fier qui va droit sur l'objet, si l'on peut dire, et qui s'en empare. Les mots sont importants et au fond corroborent ce que je disais sur le fait que cet homme est d'abord une figure de la pensée. Il a une intelligence qui va à l'essentiel, qui voit la réalité dans son essence. Alors, ce soldat pour qui le service et l'honneur représentent autant d'idéaux, c'est-à-dire des réalités, ce ne sont pas des idées seulement, ce sont des réalités avec lesquelles on ne transige pas, eh bien, il sait quelle orientation donner à son existence.
et donner aussi à ceux dont il a la charge. De grands principes régissent sa vie. Il est, bien évidemment, vous l'avez compris, l'antithèse de l'épicurien dans la préface du disciple. Pour lui, aucune spéculation intellectuelle n'est gratuite. Elle vise à l'essentiel. Pas plus qu'il ne vacille, on ne peut le dire, sur le champ de bataille, il ne vacille dans les différentes situations d'existence. L'intérêt de Bourget, de l'œuvre de Bourget, c'est de montrer la continuité qui existe entre les vertus militaires et l'attitude d'un homme dans l'existence. Et là est le point essentiel de la conférence. Cet homme courageux, qui possédait par nature et par volonté les vraies vertus d'un soldat, détestait la perfidie, les compromis de conscience, tous les biais, toutes les lâchetés. Bref, on a affaire là à un être sans faille, dont les convictions ne sont en aucun cas entamées, il est d'un bloc, et surtout sa pensée a pris en considération une fois pour toutes les réalités auxquelles il convient d'accorder toute sa considération. Il est par là un être de conviction, mais je vais revenir précisément à ce que c'est que la conviction pour Bourget. Mais la nouvelle intitulée « Le déserteur », qui est parue en 1911, donc 3 ans avant la guerre, qui est issue de L'envers du décor, qui est un recueil de nouvelles de Bourget, permet de mieux saisir ce qu'est un être de conviction, ou plutôt comment elle se constitue chez un être. Et comme la notion a mauvaise presse, nous allons accorder la dernière partie, grosse partie de l'exposé, précisément à scruter comment une conviction se constitue chez quelqu'un. Et pour ce faire, nous allons donc étudier cette nouvelle qui s'intitule « Le déserteur ». Alors, le déserteur, c'est, comme son nom l'indique, bien évidemment d'abord l'histoire d'une désertion lamentable. Le colonel qui parle, le colonel Voreux, qui au début de la nouvelle est un soldat, qui raconte donc son expérience de soldat, a mal commencé sa carrière militaire puisqu'il a commencé par déserter. Il s'est laissé intellectuellement démobiliser. Il raconte comment, en 1871, donc après la guerre de 70, après la défaite, au moment de la Commune, alors qu'il est simple soldat sous le drapeau versaillais qui va s'apprêter, et ça va être l'ordre qui va lui être donné à la fin de la nouvelle, de monter à l'assaut de la Commune pour défaire les communards, comment il déserte son propre camp pour être un transfuge. Non seulement il déserte, mais en plus il est transfuge, ce qui est absolument aberrant, et la honte s'empare de lui d'ailleurs à ce moment-là, et c'est vrai qu'à la fin de la nouvelle, il va passer assez rapidement sur l'impression peut-être un peu détestable qu'un vieux colonel, comme lui, qui n'a pas eu certes les étoiles, a pu laisser chez son auditoire, parce qu'il n'est quand même jamais brillant, même si c'est passé, même si c'est dépassé, d'avoir déserté et d'avoir été un transfuge. Alors, comment a pu se produire cette dérive aberrante chez un soldat, qui devient non seulement déserteur, mais transfuge? Alors, il évoque ici la culture républicaine du moment. Je cite Bourget, « Les idées des jeunes gens avaient été si faussées durant les dernières années de l'Empire, la criminelle propagande révolutionnaire avait été si intense, les Hugo, les Michelet avaient été des maîtres tellement détestables qu'ils avaient exalté en lui le culte de l'insurrection. Et il avait perdu le sens de la vérité sociale. Pour ma part, dit-il, je l'avais perdu. » Il va même pousser cette manipulation intellectuelle dont il est victime, il va même pousser son affirmation jusqu'à mettre en question le principe de l'autorité. Du principe de l'autorité mis en question, on va passer à l'irrespect pour l'autorité, puis à la désertion. Donc, penser chez lui, cela revient à écouter les discours les plus fumeux, sans tenir compte du décalage qui existe entre les discours fumeux des républicains de l'époque et la vérité sociale. Il a l'esprit absolument désorienté par les niaises chimères de la République universelle. Et là, dans le moment même, et c'est ça qui est intéressant, il va les considérer comme de véritables convictions. Elles enflamment son imagination, les mots prestigieux de « c'est toujours pareil », aujourd'hui nous connaissons les mêmes choses, de justice, d'affranchissement, de fraternité, sonnent dans son esprit et donnent du prestige au rêve puéril d'humanitarisme mondial. Et alors du coup, il va fantasmer, et on voit la progression intelligente de la part de Bourget, une analyse psychologique qui sert au plus près la façon dont l'homme va s'acheminer jusqu'à la désertion. Il se figure en pensée, son imagination va s'activer ici, ces soldats de l'insurrection rangés autour de leurs pièces. Je me les imaginais causant entre eux. Je leur prêtais des discours empruntés aux grandiloquentes proclamations de la Commune, dont quelques exemples clandestins circulaient parmi nous. Alors les vers grandiloquents de Hugo, et Dieu sait s'il y en a dans son œuvre, sonnent dans son esprit et font leur travail de sape.
L'univers intellectuel de cet homme au début de la nouvelle finit par déterminer un univers mental où tout est congruent. Paris devient la capitale des peuples dans son esprit. Les acteurs sont indéfectiblement magnifiques dans leur action. Les textes invoqués, ceux principalement de Victor Hugo, font autorité sur son esprit. Il s'est ainsi forgé une conviction qui bientôt va le mettre en mouvement et lui faire rejoindre le camp ennemi. C'est la première étape de la nouvelle. Voir comment un homme, au fond, s'achemine jusqu'à la désertion. La rencontre des insurgés est la deuxième étape de la nouvelle, c'est-à-dire que cela va être la confrontation de ce qu'il a dans l'esprit avec la réalité sordide des communards. En fait, avec les communards, on n'a affaire qu'à des ivrognes. Au moment où il traverse la Seine pour rejoindre le camp ennemi, il tombe sur la faction de garde, qui va d'ailleurs lui demander de payer le champagne, eux qui sont déjà passablement avidés, et donc on a affaire à une bande d'ivrognes, tous plus ou moins inquiétants. Mais le pire est à venir. Le lieutenant qui est de faction va quand même exiger qu'il se présente devant le commissaire à la guerre, le général Roguet, qui va l'asticoter et essayer de vérifier s'il a affaire à un espion ou à un homme sincère, puisqu'après tout, il est transfuge, quel est le degré de sa conviction, de sa sincérité. Et ce qui frappe beaucoup Voreux, le soldat Voreux au début de la nouvelle, c'est qu'il a affaire à une sorte de Robespierre bis, et je cite, « L'illuminisme de la Révolution s'emparait de lui. Voreux voit le retroussi frémissant des lèvres du terroriste et le féroce éclair de son regard. » En fait, on n'a pas affaire à un commissaire à la guerre prestigieux, on a affaire à un assassin qui ne rêve que de massacre. Le jeune Voreux, à partir de ce moment-là, ne pensera qu'à regagner son camp. C'est la troisième partie de la nouvelle. Cela peut lui coûter le peloton d'exécution, mais il préfère revenir en arrière, retourner à la case départ, plutôt que de servir des assassins. Pour finir, il ne subira pas le peloton d'exécution. La preuve, c'est qu'il est toujours en train de raconter ce qui lui est arrivé. Et donc, son colonel lui pardonnera à la condition qu'il se comporte bien sur le champ de bataille. Alors, j'ai résumé cette nouvelle. Je voudrais approfondir un peu certains aspects de celle-ci pour savoir où est l'intérêt d'une nouvelle comme celle de Bourget. Alors, je crois qu'elle tient en 3 points. D'abord, c'est de nous faire réfléchir à la nature de la conviction. Ensuite, de nous montrer suivant quel parcours intellectuel et moral celle-ci se constitue. Et enfin, de nous réconcilier peut-être avec la question de la conviction. C'est une question importante d'aujourd'hui parce que nos contemporains, qui prisent fortement la tolérance et l'ouverture d'esprit, qui sont toujours prêts plus ou moins à assouplir leur position, n'aiment pas avoir en face d'eux un homme convaincu qui s'attache à ses idées. Il faudrait bien avoir en face d'eux un homme qui est toujours susceptible d'assouplir ses positions. Seul celui qui assouplit ses positions aujourd'hui est un modèle d'intelligence. Et l'homme convaincu est un homme étroit d'esprit. C'est probablement un homme qui est sur la voie de la radicalisation. C'est un homme inquiétant. Alors, ce qui complique la chose tout de même, c'est qu'apparemment, les deux camps sont animés de convictions, l'un comme l'autre, les communards comme les Versaillais. Jeune Voreux, d'ailleurs, qui a déserté, est enclin à considérer que les communards ont des convictions, comme seuls les gens de gauche aujourd'hui sont autorisés à en avoir, d'ailleurs, en passant. Chez les autres, la conviction, c'est l'indice d'une étroitesse d'esprit. Et il essaie de se convaincre au fur et à mesure qu'il voit défiler la réalité sous ses yeux, que cette réalité commence à démentir, si vous voulez, la haute idée qu'il se faisait d'eux, que au moins le commissaire à la guerre, le général Roguet, en est un. En réalité, et c'est l'intérêt de la nouvelle, en présence des communards, mise en présence des communards, le soldat déserteur est amené à douter qu'on ait affaire ici à de vraies convictions. Pour le narrateur de la nouvelle, Roguet, le commissaire à la guerre, en fait, n'a pas de conviction. C'est un homme qui sombre dans le délire imaginatif. Il a, dit Bourget, une passion d'idées. Ce ne sont pas les idées qu'il a auxquelles il tient, c'est une somme d'obsessions, parmi lesquelles l'obsession du meurtre. Il a en réserve dans ses caves un évêque à qui il a envie de faire la peau. Il le fera à la fin. Et d'ailleurs, c'est un élément de la semaine sanglante de la Commune. Au fond, qui est Roguet ? C'est la version 1871 du terroriste radicalisé. À cet endroit de la nouvelle, on voit s'opérer une distinction entre, d'un côté, l'exaltation révolutionnaire dans laquelle se manifestent les passions les plus basses et les convictions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conviction ? C'est un ensemble d'idées, pour Bourget, qui transcendent la vie d'un homme
et qui requiert qu'on se sacrifie pour elles. Par exemple, considérer que le salut de la France est une urgence absolue, que la vie d'un père ou d'une mère de famille est orientée vers la survie temporelle et spirituelle de sa famille, que la défense de la foi catholique prescrit un combat contre le modernisme aujourd'hui. C'est des convictions. Déjà, à l'époque de Bourget, c'est une conviction. Bourget a écrit un roman qui s'appelle Le démon de midi, précisément, où il a été l'un des premiers en littérature à ferrailler contre le modernisme, il faut le savoir. Et je citerai d'ailleurs un extrait de la préface du Disciple où Bourget lui-même cite Alexandre Dumas. « Prends garde, dit-il, tu traverses des temps difficiles, on vient de sortir de l'épreuve de 70, tu viens de payer très cher les fautes d'autrefois. Il ne s'agit plus d'être spirituel, léger, libertin, sceptique et folâtre. Dieu, la nature, le travail, le mariage, l'amour, tout cela est sérieux, très sérieux et se dresse devant toi. Il faut que tout cela vive ou que tu meurs. » Et j'aime bien le terme « se dresser ». Ce ne sont pas de simples idées, ce sont des réalités qu'il faut envisager sérieusement et il n'y a pas d'autre alternative. Mais comment vient-il à l'esprit de subordonner sa vie à cet ordre d'idées qui est aussi un ordre de réalité? Et j'aimerais maintenant étudier la question de savoir, au fond, comment se fabriquent les convictions. Les convictions républicaines du soldat Voreux, on l'a vu, ne sont pas de vraies convictions. Ce sont des convictions de circonstance et pour finir, elles ne tiennent pas face au spectacle que donnent les révolutionnaires. En présence du réel, elles sont des fonds. Ce que le soldat Voreux doit subir dans le camp des communards, c'est l'expérience d'une constante dégradation. Il doit payer le champagne aux ivrognes, et l'avilissement, même sexuel d'ailleurs, est présent, sous toutes ses formes. Les éléments de la doxa républicaine ne tiennent pas. Si ce sont de tels êtres qui les professent, si on a vu de quel calibre ils sont, on est en droit de se demander ce qu'elles valent. Pour finir, il s'aperçoit que ces idées fumeuses ne correspondent pas au terreau, ou à l'humus sur lequel son système de valeurs s'est édifié. Et en fait, j'insiste ici sur la première étape de la constitution d'une conviction. Voreux a été élevé dans un milieu où le travail et la morale signifient quelque chose. Et c'est précisément ces principes qui font retour quand il est confronté à la réalité de la commune. Je cite le soldat Voreux. « Les principes de ma classe, affirme-t-il dans la nouvelle, me dominaient trop pour que je ne m'en rendisse pas compte. Par compte de quoi? Que nous avions véritablement affaire à des assassins. La morale française qualifiait mon acte de crime. » Tout à l'heure, le collègue d'histoire évoquait Marx, c'est le moment de le réévoquer. À cet endroit de la nouvelle, un lecteur moderne dira « Ah, eh bien, nous avons affaire à quelqu'un qui inconsciemment pointe son aliénation au principe de sa classe, ou alors un freudien se lèvera pour dire « Ah, mais c'est son surmoi qui parle », et en définitive, d'une certaine manière, voilà un homme qui avait toute la possibilité de se libérer et qui retombe malheureusement dans son aliénation en faisant référence au principe de sa classe. En fait, Bourget ne voit pas les choses ainsi. Et là, nous sommes dans une pensée tout à fait aux antipodes de la pensée d'aujourd'hui. Il ne considère pas que les principes de notre classe nous déportent loin de nous-mêmes et que nous nous devenons nous-mêmes quand nous en libérons. Sartre le dirait, bien évidemment. Au contraire, les principes de la classe à laquelle nous appartenons sont ce qui nous façonnent. Et au moment du plus grand péril, et c'est le péril qu'il connaît à ce moment-là, au moment où il est confronté véritablement à ces idées modernes qui n'en sont pas, nous avons vu, ce ne sont que des sommes d'obsession. À ce moment-là, en fait, il résiste. Il ne va pas faire le pas. Il va faire marche arrière. Et fort heureusement. Parce que pour Bourget, ces principes de classe nous structurent et nous empêchent, dit-il, et c'est intéressant comme idée, de dégénérer trop vite tout de suite. C'est intéressant. Ils sont plus stables en nous que nos chimères. Et donc, vous voyez, la psychologie humaine est pour finir bien faite. Notre éducation est là pour constituer une sorte de tampon entre nous-mêmes et nos idées, parfois. C'est une étape fondamentale. Et c'est une étape fondamentale parce qu'à ce moment-là, cet homme va nommer les choses. Il va considérer que ces idées en lesquelles il croyait la minute d'avant, ce ne sont que des chimères. Et il va retrouver, en fait, le chemin des vraies idées qu'il faut défendre. Des idées qui méritent d'être distinguées comme valables. Alors, doit-on se persuader que les valeurs qu'il a boudées sont pour finir les bonnes? Est-ce que ça va être au terme d'un processus intellectuel qu'il va à nouveau s'acheminer vers ce qu'il croyait du fait de son éducation? Nous sommes au début du XXe siècle et au fond, Bourget écrit à l'époque où Kant, la morale de Kant, sévit dans les écoles.
du fait de la République de Jules Ferry. Alors il aurait pu se dire, à la manière de Kant, ma foi, je ne peux pas ériger en maxime universelle la désertion, parce que la désertion met incontestablement en péril l'idée de service. Et je me placerai donc sous les ordres de mon colonel. C'est un raisonnement abstrait, c'est ce que Kant nous invite à faire, c'est, somme toute, pour moi, assez postulant. J'ai tendance à penser que s'il faut faire ce détour par l'examen de ce qui était universellement prescrit pour faire ce qu'on doit faire, d'une certaine manière, on s'y sent un peu contraint. Et au fond, quand on se sentira un peu moins contraint à épouser ce qui a été érigé en maxime universelle, eh bien, on retournera peut-être à d'autres aventures intellectuelles. Bref, je ne considère pas que la morale kantienne, dont on a fait grand cas au début du XXe siècle, ancre, ANCRE, ancre suffisamment dans la conscience un comportement durable. D'autant que dans la nouvelle, le cheminement intellectuel est rapide. Il déserte, il revient tout de suite à ses anciennes idées d'ailleurs qu'il faut le remarquer dans la nouvelle, il ne formule même pas. C'est ça qui est intéressant. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que du coup, il a cheminé de manière instinctive ? Et il le dit d'une certaine manière. Il part de l'infaillible instinct qui veut qu'un animal, un chien, devine l'ennemi ou l'ami dans un inconnu qui s'approche. Au fond, le militaire ne dépasserait-il pas le stade de l'instinct ? Et si, au fond, il sert, c'est comme un animal ou un chien qui devine l'ennemi ou qui épouse l'ami ? On ne peut pas s'arrêter néanmoins à cette vision des choses. En fait, on constate depuis le début de la nouvelle, le colonel Voreux, cet homme qui était soldat, qui est devenu colonel après avoir été sergent à la suite de la répression de la Commune, c'est un homme qui n'a jamais varié depuis. Comment expliquer cette durée dans la conviction ? En fait, les deux schémas de résolution que je vous ai évoqués, ce ne sont pas les schémas à retenir pour montrer comment un homme s'achemine vers des convictions. Il s'est passé en lui quelque chose de plus fondamental. Ce n'est pas la démarche kantienne qu'il a embrassée. La réponse est à la fois étonnante et simple. En fait, s'il est revenu au port d'attache, si j'ose dire, c'est parce qu'il l'a fait dans la vision qu'il a de son colonel, le marquis de Boutières. La conviction qu'il doit servir son camp sous le drapeau versaillais trouve sa garantie et son fondement dans le spectacle d'un être, de son chef. C'est la vision du visage de son colonel, de son allure, de son comportement, qui l'a convaincu de manière spontanée de rejoindre son camp et de, à nouveau, embrasser les valeurs de service et de sacrifice. Et là, c'est vraiment là la beauté de la nouvelle, et c'est là son enseignement philosophique le plus profond. Au début, il avait tendance à considérer, quand il voyait son colonel de Boutières, comme un homme en qui tout l'Ancien Régime se résumait, le trône, l'autel. Je ne percevais, dit-il joliment, encore de sa personnalité que la ligne féodale, si je puis dire. À la fin, il en va autrement. Lors de son retour au camp, c'est dans un éclair hallucinatoire le caractère secret de cette physionomie qui se découvre à lui, avec une évidence irraisonnée et indiscutable. Irraisonnée et indiscutable, on est très loin de Kant ici. Je compris que ce chef était vraiment un chef, un grand cœur viril de père, à qui un de ses enfants ne s'adresserait pas en vain dans une heure comme celle que je traversais. S'ensuit toute une conversation que je n'ai pas le temps de citer, le temps presse, où, pour finir, le colonel de Boutières écoute le soldat Voreux, l'écoute sans d'ailleurs broncher. Il va lui donner simplement comme punition 24 heures de chambre, 24 heures d'arrêt, mais il lui dit « Vous vous comporterez bien demain sur le champ de bataille, vous me devez ce service ». Bref, si les convictions du colonel Voreux acquièrent une solidité durable, c'est parce que des figures remarquables incarnent les grandes réalités auxquelles Voreux s'attache à nouveau. Et au fond, on peut dire que l'éthique qui fait retour en lui avait besoin de l'esthétique. Il avait besoin, au fond, de voir incarner les valeurs auxquelles il allait croire dans un visage, dans une allure, dans un comportement, dans une manière d'être. Je cite la vision qu'il a du colonel Boutières, elle mérite tout de même le détour. C'était un gentilhomme, dans le plein sens du terme, admirable au feu, tout prêt à donner l'exemple, dur à lui-même pour avoir le droit de l'être aux autres. Avec cela, religieux jusqu'à la dévotion. Je devais bientôt avoir la preuve que ce fervent chrétien était le plus charitable des hommes, et ce chef sévère, le plus paternel quand il le fallait, avec ses enfants, comme il lui arrivait de nous appeler.
Bref, c'est l'étape ultime de la fabrique des convictions. L'ancrage esthétique, c'est un moment très fort. Elles lui permettent de revenir à ses premières impressions, celles qui avaient été ensevelies du fait de la manipulation de la propagande révolutionnaire. Et cet ancrage esthétique, qui définira une ligne de conduite durable jusqu'à la fin de sa vie, elle donne l'assurance d'emprunter la bonne voie. Mais enfin, il reste tout de même une étape ultime, celle dont la nouvelle nous donne la preuve, dès le début. On ne peut pas en rester à cette étape contemplative pour avoir des convictions. Il faut encore joindre la parole à l'acte. Pour garder les convictions, eh bien, il faut avoir une vie qui corresponde aux idées. Et c'est un credo dans l'œuvre de Bourget. Il le dit notamment au premier plan dans Le Démon de Midi. Ce sont les dernières lignes du Démon de Midi, qui est, je vous le rappelle, le roman contre le modernisme. Ce roman se termine par cette mise en garde. Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard, on finit par penser comme on vit. Eh bien, il a vécu comme il pensait. Il s'est tenu précisément au credo auquel que le colonel de Boutières lui a rappelé, et il a vécu précisément en conformité jusqu'à la fin de son existence, conformément à ce credo. Alors dans le roman, bien évidemment, il ne s'agit pas des militaires dans Le Démon de Midi, il s'agit de la doctrine chrétienne, et c'est un roman que je vous engage, vous les jeunes, précisément à lire, parce que c'est un roman très important. Le thème exact de ce roman est intellectuellement intéressant. Il s'agit d'explorer la corrosion de la doctrine par les mœurs. Il s'agit de voir comment, peu à peu, la doctrine peut se défaire dans un esprit du fait d'une vie erronée, du fait d'une vie qui n'a pas pris la voie qu'il fallait emprunter. Alors au départ, si vous voulez, le credo catholique s'efface dans l'esprit, il devient mécaniquement proféré, et au fur et à mesure en fait, que la vie lui présente des occasions, si j'ose dire, on sombre dans des mœurs mauvaises, et puis s'en est fini de la foi catholique. Et donc là, Bourget a eu, me semble-t-il, un thème génial de développement. Je termine. L'œuvre de Bourget attire notre attention sur ce qui reste peut-être un point aveugle dans les doctrines militaires de la guerre moderne, et en particulier celle de Clausewitz, que le philosophe catholique René Girard tient pour celui qui a compris ce qui anime la guerre moderne. On sait bien que d'une certaine manière, l'homme dans sa totalité joue son rôle dans la formation de l'esprit militaire, mais on fait comme s'il fallait en faire table rase. On l'expulse de la théorie. On subodore que la façon dont on forme ou on déforme l'être humain doit bien faire sentir, si vous voulez, son influence chez le futur soldat. Mais on préfère faire comme si ce n'était pas le cas. On fait l'économie d'une réflexion là-dessus. Pourtant, si on relit Clausewitz, c'est bien la preuve d'ailleurs que, même dans sa réflexion, c'est un point aveugle de sa réflexion. Voyez ce qu'il dit dans Le Génie guerrier, qui est le chapitre 3 d'une des parties de son traité sur la guerre. Il affirme que l'éducation, l'observation d'eux-mêmes et l'expérience de la vie disposent certains caractères à avoir une grande force d'âme nécessaire dans un contexte guerrier. Et donc il affirme ce que nous cherchons. Il affirme que la formation intellectuelle morale de l'homme vient opportunément structurer la formation militaire elle-même. Mais la remarque vient en passant, et on pourrait encore attendre, si vous voulez, à la théorie, qui ferait une plus large place précisément aux intuitions littéraires impertinentes de Bourget. Alors, on me dira, bien sûr, la perfection technique de la formation militaire autorise-t-elle le soldat moderne à faire la guerre sans état d'âme ? Sans doute que la dialectique du duel, de la montée aux extrêmes dont parle précisément René Girard, et qui définit la guerre moderne, empêche l'âme de s'exprimer. Mais je pose une question. Est-ce que, en s'absentant de la guerre, l'âme, précisément, en perdant complètement sa place dans l'apocalypse qui est à prévoir, justement, est-ce qu'il est sain que l'âme ne soit pas hautement intéressée à l'acte de guerre ? C'est la question qui me vient à l'esprit, justement, en vous en parlant, dans la mesure où la signification la plus haute de la guerre, c'est tout de même de défendre une civilisation, non seulement de défendre une famille. Aujourd'hui, ce sera évidemment de défendre la civilisation catholique contre ceux qui nous menacent, et je n'ai pas besoin de vous nommer lesquels. Encore faut-il, et nous retombons dans la problématique des convictions, que les idées de civilisation, de nation, de famille, de sacrifice, de devoir aient une signification, ce qui n'est pas gagné pour aujourd'hui. Encore faut-il que dans l'avachissement intellectuel et spirituel que nous connaissons aujourd'hui, le fait même de se donner des idées, d'avoir des convictions, trouve un écho. Bref, j'ai voulu montrer en tout cas que la démobilisation intellectuelle est utilement contrée par le processus de la conviction.
spécialistes de la guerre, encore une fois, peuvent minimiser ces facteurs. Ils en feront des éléments exogènes dans leur réflexion. Et c'est vrai que dans la description que Girard fait de la guerre moderne, l'esprit se focalise uniquement dans cette réciprocité absolument démente du duel et de la montée aux extrêmes. Et donc, du coup, on ne voit pas très bien comment la conviction, si vous voulez, peut trouver une place. Elle est comme effacée de la carte militaire. Ce n'est pas ça. Il est nécessaire absolument pour que l'homme retrouve le sens de la guerre. Et pourquoi ne trouverait-il pas un sens à la guerre, qu'il retrouve une place et que l'on fasse retrouver une place dans la théorie militaire à la question des convictions. Pour parodier la formule de Clausewitz, qui estime que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, la lutte intellectuelle permet de continuer la guerre, ce que la guerre moderne, dans son souci d'éradiquer l'ennemi, permet difficilement d'obtenir, la conversion des esprits. La lutte peut ainsi se poursuivre dans le domaine politique et moral. C'est dans le domaine des doctrines et des mœurs qu'il faut lutter pour contrer le processus de démobilisation que nous avons évoqué. On sait bien par exemple qu'un pays qui a cessé de se poser la question de savoir ce que c'est qu'une civilisation est coupable au fond d'une désertion bien pire que celle dont se rend coupable le soldat voreux. Et je terminerai, et j'adresserai ce mot aux jeunes qui sont ici, le mot d'un certain Léon Aulé-Laprune, évidemment qu'on ne voit pas figurer dans nos ontologies philosophiques, qui est un philosophe catholique qui fut professeur à Normal Sup en 1875 et qui a été débarqué par Jules Ferry dans l'affaire des congrégations. Il n'était pas du bon camp. Il fut un contemporain de Paul Bourget. Et voilà ce qu'il dit, et c'est le mot que j'adresse aux jeunes gens. Sachez vous défendre, messieurs, on ne devient pas un homme dans l'ordre intellectuel si l'on ne sait pas livrer bataille.